avant de passer la parole à la salle, je voudrais quand même revenir. On est venu. Alors c'est vrai qu'on a deux experts dans le monde des nouveaux médias, mais donc tout ce qui est technologie, nouvelle technologie aujourd'hui et vecteur d'idéologie ou de perception positive, ça n'est pas le cas des autres disciplines, et notamment par exemple la santé, où je ne vais pas dénoncer, je ne vais pas donner de nom, mais j'avais une conversation cet après-midi sur l'allongement de la durée de vie. Et je disais, la génération qui naît maintenant vivra jusqu'à 105 ans. Et la personne, la moitié de quoi? Qui vivront jusqu'à 105 ans. Et la personne à qui je ai parlé, c'est donc le membre de mon équipe, s'est beaucoup énervé en me disant mais c'est pas possible parce que tout le monde meurt du cancer maintenant. Et le cancer est une maladie de la modernité. Donc on voit bien de la même façon ce qui s'est passé au Japon dernièrement pose la question du nucléaire, alors que pour reprendre le seul scientifique ou un des rares scientifiques qui a occupé un poste au gouvernement, Claude Allègre écrivait dernièrement le problème du Japon c'est le tsunami, le problème du Japon c'est pas le nucléaire. Mais donc on voit bien qu'il y a quand même une relation de l'opinion au progrès qui a radicalement changé. Et voilà, qui veut répondre à cette question-là? Monsieur Fischer? Je veux bien dire un mot. Je ne suis pas sûr qu'elle ait radicalement changé. Je pense qu'effectivement, ça ne va pas dans le bon sens, mais on oublie un tout petit peu les problèmes du passé. Et vous prenez l'exemple de la santé, qui est juste, mais encore qu'il soit panaché, parce qu'il y a des domaines où, clairement, il y a un défaut de perception de l'ordre de grandeur des risques, qui est un problème général, mais qui s'applique à la santé, qui est flagrant. Vous l'avez déjà évoqué pour un point. Le cancer, qui est vu aujourd'hui comme une maladie qui va tous nous tuer de façon prématurée, ce qui n'est pas le cas. Et c'est flagrant aussi dans un problème d'actualité qui est la vaccination. La perception de la vaccination, du bien fondé de la vaccination est en recul aujourd'hui. Cela dit, il y a déjà eu des problèmes majeurs de ce type dans le passé. C'est horrible parce que en fait, le problème c'est qu'on vous entend pas là-bas. Donc si jamais il monte le son, s'il monte le son, vous êtes arsénisé. Il faut juste que François Rachid ne parle plus. Il faut éviter non, bougez pas. Donc, mais il y a aussi des domaines. Mettez bien le micro devant ne l'avalez pas complètement, mais bien devant la bouche. Il y a mais aussi une perception grand public positive de la santé. D'abord de ceux qui la consomment, qui en moyenne sont satisfaits, même s'il y a des choses à dire, des personnes qui leur prodiguent des soins, qui sont assez satisfaites et perçoivent favorablement les progrès indiscutables. Je sais pas, un exemple qui n'est pas absolument dans mon domaine, pas très très loin, en rhumatologie, il y a des nouvelles molécules qui ont changé la vie de centaines de milliers de Français en leur permettant de vivre dans de bien meilleures conditions. Les gens qui ont ces traitements, ils le savent, leurs parents, leurs amis le savent. Donc il y a aussi cette perception positive. Donc les choses, à mon avis, doivent être nuancées. Mais si je reviens au point initial, je pense qu'il y a un problème de notre société qui rejoint pour moi cette notion de culture scientifique, c'est la non-perception de l'ordre de grandeur des risques. Et qu'on mélange tout dans tous les sens, de la conduite automobile au vaccin. Et les politiques font ces erreurs. Il y a quelques années, on a arrêté la vaccination, moi dans une certaine classe d'âge, des adolescents spécifiquement contre l'hépatite B, sous un risque possible qui s'est avéré ne pas exister de sclérose en plaques. C'est une aberration qui provoque aujourd'hui qu'il y a des gens qui meurent d'infection par le virus de l'hépatite B. Donc c'est pas que le grand public, ce sont les politiques et même les experts d'une certaine façon. Donc il y a aussi un problème des experts, je pense qu'on sera amené à en reparler. La question fondamentale à laquelle j'ai pas de réponse, c'est comment on peut améliorer le niveau de perception objective des citoyens à l'égard de ces risques, en bref, de percevoir des choses qui ne sont pas toujours simples, mais parfois qui ne sont pas si compliquées que cela. Allez-y. Non, le gaz de schiste, c'est intéressant et c'est un cas d'application très, très récent de ce qu'on peut appeler un essai du principe de précaution. Les risques qu'on a aujourd'hui, je disais qu'avec l'économie numérique, d'une certaine manière, on a des perceptions d'espace et de temps qui sont très différents. Et c'est vrai que les risques prennent de l'ampleur parce que d'un seul coup, ils peuvent avoir des conséquences extrêmes. Mais dans le principe de précaution actif, intelligent, on dit deux, trois choses. On dit je vous demande de parler plus dans le micro.
Voilà, on dit qu'il faut s'intéresser à des problèmes technologiques, on dit qu'il faut essayer d'en évaluer les avantages et les inconvénients, et on dit qu'après, il faut prendre des dispositions proportionnées. Bon, le gaz de schiste, le fait qu'on ait autorisé en France récemment une première exploitation est quelque chose d'indispensable. Si on veut prendre des décisions proportionnées et pertinentes en France sur le gaz de schiste, il faut bien qu'il y ait des scientifiques et des experts, des technologues, qui aient regardé exactement ce que c'est pour ensuite être capables d'informer. Et après, d'avoir un débat, et c'était un élément de ma réflexion, avoir un débat qui soit équilibré, avec en particulier donc les habitants et avec les politiques. Donc si on a un problème aujourd'hui autour de la notion de progrès, c'est qu'on a une certaine immaturité dans le débat que l'on doit avoir autour du progrès. Et que l'on doit avoir le scientifique qui fait son métier pour comprendre, le technologue qui fait son métier pour essayer d'exposer les méthodes d'usage, et qu'ensuite il y ait le débat avec les utilisateurs et qu'il y ait le débat avec le politique. Oui, pardon. Tu vas me laisser parler, Jean. Je sais pas. Oui, on va le laisser parler un peu. C'est celui qui marche, c'est celui-là qui marche, c'est celui qui marche. Il me semble qu'il y a deux mouvements qui sont un tout petit peu confondus. Il y a un mouvement général de l'ensemble des sociétés aujourd'hui dans le monde, et puis il y a un mouvement plus spécifique à la France. Le mouvement général, c'est vraiment pas français. On remet en cause la croissance, par exemple, dans l'économie. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est remise en cause par tout le monde, ça ne veut pas dire que tout le monde fait la promotion de la décroissance, de la croissance zéro, mais c'est un phénomène très général. Et donc je pense qu'il faut s'interroger sur les évolutions de long terme, ou disons la houle profonde du temps. Si vous regardez par exemple, je vais faire évidemment très court, très caricatural, mais tout le XVIIe siècle a essayé de construire son identité par référence au passé. Le XVIIIe par rapport au présent. C'est-à-dire que tout était exclusivement présent, c'est Candide de Voltaire. Le XIXe a inventé l'avenir, pour ainsi dire. Et le XXe a été une espèce d'immense laboratoire dans lequel on a tout essayé. On a aussi bien conquis la Lune que réalisé Auschwitz, et aussi bien libération de la femme que l'épuration ethnique, et les catastrophes nucléaires et Internet. Et le XXIe siècle est un peu en réaction vis-à-vis de ça, et c'est pas français, c'est très général. Mais en France, c'est le deuxième aspect, il y a quelque chose qui, me semble-t-il, est plus profond là aussi, qu'il faudrait interroger, peut-être pour essayer de savoir comment on peut s'en sortir. C'est que je crois que le pays a perdu confiance en lui-même, il n'a plus confiance en lui-même, il est devenu très frileux, et cette mise en cause du progrès n'est qu'une expression de quelque chose de plus... Je dis plus profond parce que c'est plus difficile à identifier, quelque chose qui nous traverse et qui fait qu'effectivement la perception, ce que vous avez dit me semble très juste, tous les deux, c'est-à-dire qu'il y a des perceptions qui n'ont rien à voir avec les risques. Les gens vivent à côté d'une centrale à Chinon, et ils considèrent que c'était catastrophique. Ils ont peur parce qu'il y a eu Fukushima, mais ça ne les empêche pas de fumer 2 paquets de cigarettes par jour. Bon, ça, c'est tout à fait extraordinaire. Mais pour prendre conscience de ça, je pense qu'il faudrait que on regarde peut-être en amont ce qui est en train de se passer chez nous. Et le principe de précaution qui a été inscrit dans la Constitution, et qui, me semble-t-il, n'est pas très bien compris, d'ailleurs, c'est ce que vous venez d'expliquer, mais qui, dans le monde entier, a été compris comme un message: la France ne veut plus s'occuper d'innovation et de progrès. C'est peut-être complètement idiot, mais c'est le message qu'on a envoyé, le message symbolique. Tous les scientifiques, normalement, appliquent le principe de précaution. C'est pas la peine de le mettre dans la Constitution. Ça n'a pas de sens. On pouvait parfaitement demander aux scientifiques de respecter un principe de précaution ou d'établir l'idée de principe de précaution, mais le mettre dans la Constitution est une erreur psychologique gigantesque. Alors, ça produit, si vous voulez, des choses qui sont tout à fait étonnantes. Par exemple, le fait que les OGM aujourd'hui en France n'existent plus, ou pratiquement plus. Moi, mes amis américains me disent qu'ils sont prêts à élever une statue à José Bové. Ils disent: c'est un type génial. Il y a 20 ans, vous aviez 20 ans d'avance. Aujourd'hui, vous avez 20 ans de retard. Et nous, on peut faire ce qu'on veut. Or, il se passe quelque chose d'analogue, vous me corrigerez si je dis une bêtise, avec les nanos. C'est-à-dire qu'il y a
une confusion d'esprit sur les nanos, et on n'est absolument pas certain qu'en France, on va continuer à travailler dans ce domaine, alors qu'on sait très bien tous que c'est une révolution majeure. Il y a bien sûr des risques, mais il y a aussi des avantages. Donc je pense que ces deux niveaux, une espèce de mouvement général qui fait qu'on remet en cause l'idée que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est bien, et puis quelque chose qui est un petit peu français, qui est j'ai un petit peu peur de tout. Donc d'une part, je suis d'accord, j'irais même tout petit peu plus loin encore sur le principe de précaution. C'est non seulement je l'aurais ôté de la Constitution, mais je ne l'appliquerai pas strictement en tant que principe de précaution, mais plutôt que principe de prudence. Mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans ce débat-là. Mais ce que je veux dire, c'est que néanmoins, je voulais prendre les choses un tout petit peu. Il faut faire attention aussi, parce qu'on peut aussi contribuer aux peurs et aux freins objectifs qui se développent et aux mouvements qu'on peut dire jusqu'à être anti-scientifiques ou anti-application des sciences tels qu'on les voit aujourd'hui, en niant les problèmes réels. Il y a quand même des problèmes réels. Des choses qui se sont passées, qui ne sont pas strictement du domaine de la science, mais qui peuvent apparaître comme étant des développements de la science, qui ont été de grands échecs et qui créent une défiance qui peut parfois être justifiée. Enfin, dans le domaine de la santé, la France a vécu quelques événements au cours de ces 20 dernières années qui, malheureusement, n'aident pas à crédibiliser les développements de la recherche scientifique dans le domaine, avec ses aboutissements médicaux. Chacun pense au sang contaminé, à l'hormone de croissance, bien que l'analyse de chacun de ces événements montrerait que ce n'est pas évidemment une remise en cause de la science, mais c'est une remise en cause d'une confrontation de développement technologique et d'autres principes, et que ces confrontations ont fait qu'elles n'ont pas tourné dans le bon sens en termes d'éthique. Sans contaminer parce qu'on a voulu à tout prix vendre des fractions contaminées, l'hormone de croissance parce qu'on a bricolé en pensant bien faire et on n'a pas fait bien, ou plus récemment, et je pense que c'est un exemple assez grave parce que c'est le sommet de l'iceberg de quelque chose de plus profond, c'est le Mediator, il y a un scandale absolu, il faut quand même dire les choses comme elles sont, même si les choses n'ont pas encore été jugées, mais enfin on sait ce qu'il en est. Mais derrière cela, il y a quelque chose d'un peu plus grave, c'est que la France a développé une politique laxiste à l'égard de la mise sur le marché des médicaments pendant 50 ans, tout gouvernement confondu, pour protéger l'industrie pharmaceutique française. Ce qui a eu un effet absolument catastrophique, c'est comme la plupart des industries pharmaceutiques françaises faisaient des revenus avec des médicaments dont beaucoup étaient inutiles, heureusement pas dangereux, mais inutiles. Par exemple, les médicaments qui dilatent les veines des dames, c'est un des marchés absolument considérables, effet absolument zéro. Dans mon domaine, on a vendu des médicaments qui s'appellent des immunostimulants pour les enfants qui avaient des infections fréquentes ou les personnes âgées qui avaient des bronchites. 10 millions de Français ont pris ces médicaments. Effet zéro. C'est pas dangereux, donc c'est déjà ça. Mais on a mis sur le marché ces médicaments parce que c'était important pour les industriels qui les vendaient. Ben, ça faisait marcher leur chiffre d'affaires, il y avait de l'emploi, etc., etc. Et ce laxisme est une catastrophe aujourd'hui, parce que l'industrie du médicament, à une ou deux exceptions près en France, est en train de mourir. Et c'est moins grave que le problème du Mediator, qui est un problème grave, parce que malheureusement, il y a eu des conséquences sur la vie ou la qualité de vie d'individus, mais sur l'économie d'un développement important des sciences, qui est la production de médicaments, ça a foutu en l'air le système français. Donc je pense que notre société, si on pense à la France, à regarder sérieusement ce qu'elle a fait et les erreurs qu'elle a commises pour éviter de les reproduire à l'avenir. Je pense que évidemment, ça n'explique pas tout, loin de là, et je concours à ce qui était dit avant, sur les peurs existantes et les freins, les mouvements idéologiques qui vont contre l'innovation aujourd'hui, mais je pense qu'il faut aussi, je veux dire, balayer devant notre porte.